Et donc, le prochain intervenant sera Gabriel. Gabriel qui connaît le mouvement transhumaniste mieux que la plupart des transhumanistes, je pense, et qui va donc nous faire un petit exposé sans présentation, si je me trompe. Voilà, Oui, à toi merci Gabriel, beaucoup. Vous m'entendez bien? parfaitement. Oui, bonsoir. Merci pour cette pardon, très gentille introduction. Donc, effectivement, moi, je vais vous parler en tant que chercheur, mais alors en sciences sociales et de l'environnement sur le mouvement transhumaniste, et spécialement sur l'AFT, donc avec du travail de terrain de longue haleine embarqué au sein de l'AFT. Et donc, récemment, c'est Virginie qui me disait que j'étais un des plus anciens membres de l'association en tant que chercheur. Et alors, mon rôle, c'est d'essayer de penser grâce avec les transhumanistes, qu'est-ce que c'est que cette affaire qu'on appelle le mouvement transhumaniste, parce que pour celles et ceux qui sont concernés directement, vous savez très bien que dans la littérature, en tout cas en francophonie, on s'intéresse généralement assez peu à ce qui, moi, m'a frontalement, principalement intéressé, c'est-à-dire des gens qui se revendiquent du transhumanisme et qui s'organisent dans des collectifs, qui sont des collectifs militants, mais je reviendrai là-dessus, où on observe un certain, disons, décalage entre ce que certains transhumanistes appellent le transhumanisme réel, c'est-à-dire ce qui est ou sera fait dans les labos, dans les startups, dans les groupes industriels, et puis le transhumanisme qui, pour moi, est le véritable transhumanisme, mais qui est celui des militants et des militantes qui cherchent à attirer l'attention du public sur certains enjeux, cherchent à réfléchir à ces enjeux, et puis à sensibiliser ou à convaincre. Et dans ce cadre-là, je me suis rendu compte assez vite que, et là aussi, c'est un résultat, disons, de recherche qui va un peu à l'encontre de beaucoup de choses qu'on peut lire dans la littérature, mais c'est que, en tout cas, il y a quelques années, les militants transhumanistes s'intéressaient assez peu à l'environnement ou à l'écologie. De nouveau, sur le plan des collectifs, c'est-à-dire ce qu'on peut lire dans les productions, dans les interventions, ce qu'on peut entendre dans les conférences, ou ce qu'on peut voir sur les mailing lists, les échanges. Et du coup, Marc dit souvent, et je, je dis que ça me flatte presque, c'est que j'ai contribué à pousser un peu pour que l'AFT adresse ces questions de manière un peu plus systématique. Et encore une fois, hein, je veux dire, c'est pas ce que je dis ne veut surtout pas dire qu'il ne peut pas y avoir des gens qui individuellement, particulièrement justement, enfin Didier notamment, s'intéressent à ces sujets-là. Mais de là à faire le lien et à thématiser transhumanistement les enjeux écologiques, ça, là, c'est quelque chose qu'on voit assez peu. Ou alors sur un mode défensif. On peut le voir notamment dans certains milieux anglo-saxons. J'ai fait des recherches récemment. Vous avez des gens qui disent je suis transhumaniste et à cet égard, j'en ai rien à foutre de l'effet de serre. Et ça sera super si je peux boire des cocktails au bord de ma piscine. Je peux vous donner la source. C'est assez renversant. Mais ce n'est pas exactement ce qu'on pourrait appeler une manière un peu sérieuse et systématique d'adresser ces enjeux. Alors, du coup, transhumanisme militant, collectif, réflexif, ou en tout cas théoricien. Et là, du coup, se pose une question que je pose sur un double plan, c'est-à-dire à la fois en tant que chercheur en sciences sociales, parce que là, je pense qu'il y a un vrai travail à faire que je suis en train de faire, et j'espère avec d'autres, et aussi sur le plan une adresse aux militants, aux militantes, en disant, bah, qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire que la curiosité qui est indéniable, qui est riche, généreuse des transhumanistes pour la science ou la technologie, pour l'instant je mets ce singulier, j'utilise ça au singulier, cette curiosité, elle n'est pas, elle est pas uniformément répartie.
Et on observe qu'il y a certaines choses qui sont assez absentes du discours transhumaniste. Donc, l'environnement, jusqu'à il y a quelques années, c'était quand même des choses qu'on voyait assez peu. Et puis, on peut penser à la géo-ingénierie, par exemple, qui sont des choses. Donc, il y a des échos hein, avec plusieurs choses qui ont déjà été mentionnées aujourd'hui. Mais la 5G, il y a beaucoup été question dans le chat tout à l'heure, mais je ne me souviens pas avoir vu tellement de débats là-dessus ces 2 dernières années, alors que c'est quand même un sujet très très chaud sur le plan scientifique et politique et technologique en Europe en tout cas, en Europe occidentale. Des enjeux, ça c'est Rémi Sussan aussi qui l'avait dit déjà il y a plusieurs années, autour de la PMA ou du mariage pour tous, des enjeux de plus de société, de mœurs, de liberté de disposer de son corps, et où finalement il y a eu des débats très très violents, notamment en France, dans lesquels on a assez peu entendu les transhumanistes. Je ne le dis pas du tout sur un plan de reproche ou quoi que ce soit, je le dis parce que je pense que là, il y a quelque chose à quoi être attentif en se disant, bon, alors, ok, alors ça veut dire quoi aimer la science, comme beaucoup de transhumanistes se présentent comme ça, j'aime la science, je suis un supporter de science, je suis un fan. Hein. Ça veut dire quoi aimer la science? Et de nouveau, j'utilise le singulier, vous verrez que plus tard, je pluraliserai. Et mon hypothèse, c'est que ça vaut la peine d'aller regarder de quoi il est question là-dedans, parce que cette situation du transhumanisme et de son rapport militant à la science nous aide à penser un peu quelque chose qui est plus large, qui est à l'œuvre dans les débats publics sur les sciences et les technologies émergentes aujourd'hui, dans un espace public quand même assez fracturé. Et alors là, je voulais faire, c'était le titre que j'ai proposé, là, des propositions, il y en aura 3, plutôt sous forme un peu d'hypothèses que je vous propose à réfléchir, des propositions de ce que j'ai appelé écologie des savoirs. Alors, il y aura 3 propositions qui seront peut-être un petit peu provocatrices à certains moments, et puis il y aura en conclusion un petit trick, donc attendez le dernier truc pour voir un peu ce que vous en pensez. Il y a une dimension, donc bien sûr, que je dis, c'est évident que tout le monde ne veut pas s'intéresser à tout en même temps. Donc il y a des centres d'intérêt, il y a des gens qui sont plus sensibles à des enjeux autour du vieillissement en bonne santé, ou à la robotique, ou à l'intelligence artificielle, aussi en fonction de ses propres domaines d'activité potentiellement. Mais il y a aussi en fait une dimension affective. C'est-à-dire que ce n'est pas tout de s'intéresser à la science, de être abonné, je sais pas, à Science et Vie, par exemple. Ce n'est pas ça qui va faire de vous un militant ou une militante. Donc, il y a un engagement affectif, à un moment, d'affect vraiment, qui est très clair dans les récits d'entrée en transhumanisme, c'est-à-dire des nouveaux adhérents qui se présentent et qui expliquent ce qui a fait qu'ils sont venus, par exemple, à une association comme l'AFT. Donc, il y a un investissement affectif, un investissement de valeur et un investissement qu'on peut appeler politique vis-à-vis des sciences et des technologies émergentes ou futures. Deuxième point, du coup, qui est en prolongation, c'est que la science existe, et ça, c'est Marc qui me disait ça l'autre jour, en tant que valeur. Alors, si on prend ça au sérieux, ça veut dire que cette valeur, la science comme une valeur morale, ça, c'est très important parce que c'est des choses qu'on connaît très bien en histoire des sciences, ou en études sociales des sciences et des techniques, mais socialement, dans les débats publics, on a tendance à l'oublier, c'est qu'il n'y a pas d'un côté la science et d'un côté les valeurs, les émotions, la politique, etc. Ces deux choses-là sont très imbriquées, très intriquées sur toutes sortes de plans. Et donc, si la science est une valeur, eh ben, elle est indexée à d'autres valeurs. Elle est indexée en particulier, pour aller vite, à la question du progrès, par exemple, qui est aussi une valeur. Ce n'est pas juste quelque chose qui s'observe sur des courbes, mais ça a porté d'ailleurs beaucoup de mouvements politiques pendant très longtemps. Depuis quelques années, c'est un peu devenu un peu problématique, mais la science est aussi, en fait, et on l'a beaucoup entendu aujourd'hui, elle est envisagée beaucoup sous l'angle de solutions à des problèmes, ou de nouvelles découvertes qui permettraient par exemple, de manger moins d'animaux, ou de décarboner.
Mais ça, c'est un certain type de science quand même. Et puis, on voit qu'en faisant ça, et là, de nouveau, ce n'est pas propre au transhumanisme, mais je trouve que c'est intéressant de l'observer au sein du transhumanisme, c'est qu'il y a toute une série d'enjeux qui, et on le voit par exemple ces jours-ci sur la mailing list des membres de l'AFT, autour du bio, par exemple, l'agriculture bio, ou on l'a vu tout à l'heure autour de la 5G, etc. C'est-à-dire que tout à coup, il y a toute une série d'enjeux ou de types d'études ou de types de valeurs aussi qui sont écartés parce que non scientifiques. Et ça, c'est un cadrage qui est très fort dans la société française notamment. C'est que vous aurez, pour beaucoup de gens, vous avez d'un côté l'écologie et d'un côté la science. Et donc, pour beaucoup de gens, être écologiste, c'est être anti-science. C'est aussi ça qui pose problème, probablement, au transhumanisme, de dire, on parlait l'autre jour avec Didier sur le podcast de The Flares, là, il y a quand même un conflit qui est assez virulent. On peut penser à la déclaration en septembre 2020 du président français sur les Amish. C'est soit vous voulez la 5G, le progrès, etc., soit vous voulez retourner à l'âge des cavernes, vous pouvez remplacer Amish par s'éclairer à la bougie. C'est quelque chose qui est très fort. Mais ça polarise le débat, et là, ça le fracture, et ça évacue des pans entiers des sciences contemporaines, en les reléguant dans l'irrationnel ou dans des menaces pour le progrès ou pour l'économie, etc. Et ça, j'en viens du coup à mon troisième point. Quelles sont ces sciences qui sont systématiquement, en tout cas très souvent, évacuées, rejetées? C'est des sciences qui, en fait, s'intéressent à ce que certains biologistes ou certains philosophes des sciences appellent des symbioses. Et là, on peut voir une différence. Pour l'instant, j'y vais un peu à la hache, mais je pense que ça serait quelque chose qu'il faudrait affiner. Si on aurait d'un côté des sciences ou des techniques, et là, vous voyez que j'ai pluralisé, maintenant je parle au pluriel, d'un côté des sciences qui s'intéressent aux espèces, il y a l'espèce humaine, ou l'espèce bœuf, ou l'espèce, etc., et puis on agit un peu dans des silos, et puis de temps en temps, on regarde les interactions, ou alors on regarde l'interaction entre tel pesticide et tel problème avec les insectes, etc. Si vous regardez les choses sur le plan symbiotique, là, vous regardez les choses de manière beaucoup plus large et beaucoup plus compliquée aussi. Gabriel, Oui, j'y suis presque. ah d'accord, mais c'est parfait alors. Et par exemple, si vous prenez un champ scientifique extrêmement sophistiqué et très élaboré, qui est l'écotoxicologie, eh ben, vous regardez pas juste l'effet d'un pesticide sur un insecte ou une espèce d'insecte, mais vous regardez l'ensemble, c'est-à-dire il y aura le pesticide, mais il y aura aussi le type de terroir, le type de régime de pluie, le type d'agriculture, etc. Vous allez regarder dans un ensemble. Ça peut être très localisé sur un champ ou sur un pays ou à l'échelle de la planète, mais vous avez quelque chose une vision du global. Et ne pas refuser de voir ça, ça ne veut pas dire forcément il faut décroître ou il faut tout arrêter, etc. Mais ça veut dire que ça vaut la peine peut-être de regarder les choses dans leur dimension, d'ouvrir les dimensions. Et donc, du coup, j'en viens à ma conclusion, parce que quand je parle d'écologie des savoirs, ça ne concerne pas seulement l'idée que ça vaut la peine de ne pas rejeter trop vite certaines sciences sous prétexte qu'elles seraient contre le progrès, ce qui généralement est beaucoup plus compliqué que ça, mais ça concerne aussi la question de savoir qui a la capacité, à qui est-ce qu'on reconnaît la capacité politique de faire valoir des intérêts, des enjeux, des valeurs. Et c'est un sociologue portugais, de Sousa Santos, qui parle de ça dans le mouvement intermondialiste notamment. C'est-à-dire que écologie des savoirs, c'est non seulement prendre en compte la diversité des savoirs, mais aussi ouvrir la possibilité de citoyens, et c'est là où je pense que ça concerne directement le mouvement transhumaniste notamment, qui est encore une fois un mouvement militant, c'est ouvrir la possibilité de types de citoyens ou les électrosensibles, etc., de faire valoir, sans les rejeter immédiatement dans l'irrationnel ou dans la croyance absurde, mais faire valoir des valeurs et qu'on puisse se retrouver autour de la table. Donc si le mouvement transhumaniste a envie d'être reconnu plus
C'est ça ma proposition, si vous voulez. Alors, si le mouvement a envie d'être reconnu comme un acteur, une partie prenante à part entière du débat public sur les sciences et les technologies, ça veut dire aussi accepter de prendre en compte des sciences qui sont moins apparemment orientées solutions ou en faveur du progrès technique. Voilà. Je te remercie, Gabriel. On va prendre le temps juste pour une question parce qu'on va déjà dépasser un peu. Et je vais une question qui est sur le chat, mais je ne vais pas la lire entièrement. Je vais juste lire pourquoi les auteurs les plus favorables au courant d'idées transhumanistes n'ont pas plus de visibilité malgré l'émergence de différents regroupements de plus en plus significatifs comme l'AFT. Et donc, pourquoi est-ce que c'est plus connu par le biais d'auteurs au penchant clairement bioconservateurs comme Michel Masfessoli et Jacques Testard? Bah, ça dépend comment vous définissez ce que c'est qu'un auteur positif. Enfin, parce que, par exemple, il y a quand même deux cas quand même très compliqués dans le monde francophone, qui sont Laurent Alexandre et Luc Ferry, oui, euh, qui sont souvent considérés comme des promoteurs du transhumanisme, qui, eux, s'en défendraient, enfin, sur un mode un peu stratégique, pas, souvent pas très clair, hein, faut le dire, qui défendent, Luc Ferry, il a tout son argument en disant « je ne suis pas transhumaniste, je suis hyper-humaniste », mais c'est ce que des transhumanistes, comme notamment l'AFT, disent depuis des années. Donc, ce n'est pas comme si les transhumanistes avaient couru derrière Ferry pour dire « non, non, mais nous aussi ». C'est là, et puis, ce n'est pas juste interne, c'est un concept, c'est une thématisation qu'on pourrait discuter. Hein, qu'est-ce que ça veut dire être hyper-humaniste aujourd'hui si on est écologiste? Enfin, ça peut poser d'autres problèmes. Mais donc, en fait, ces auteurs-là, ils ont une énorme visibilité, ils ont un énorme poids politique, ils ont des réseaux, ils sont payés entre 5 et 10 000 euros pour donner une conférence, je veux dire, sans lever le petit doigt, hein, ils n'ont pas à négocier pendant des jours pour… et donc la visibilité, et puis une autre chose qui est très frappant, c'est pour ça que je fais un peu les propositions que je fais, c'est qu'il y a une grande visibilité du transhumanisme sur le mode répulsif, quitte à parfois dire la même chose, mais on dit, ouais, regardez, il y a des transhumanistes, c'est des dangers publics, et puis en parallèle, on va refaire la même chose. On va dire, je sais pas, on pourrait dire que l'argument des Amish par Emmanuel Macron, c'est un argument qu'on trouve chez Laurent Alexandre depuis très longtemps. Donc, quoi, on peut, si on veut faire des amalgames, on peut les faire. Et puis, on peut dire que peut-être que Macron, à ce titre-là, était un très bon porte-parole du transhumanisme. Merci Gabriel. Il y a encore une question très intéressante dans le chat. 8% de femmes chez les transhumanistes, pourquoi? Mais je vais te laisser répondre dans le chat pour maintenant passer la parole à Marc, notre président de notre association présumée favorite pour beaucoup d'entre vous ici. Voilà Marc. Merci. Merci beaucoup. Je vais en effet enchaîner